Bonjour à toutes et à tous. Bon, on se retrouve avec en toile de fond cette bibliothèque que certains d'entre vous reconnaissent peut-être, puisque c'était déjà la toile de fond lorsque je faisais les petites vidéos de présentation de mon livre « Alerte à la souveraineté européenne, la chimère de Macron contre la souveraineté populaire ». Et si je retrouve ce cadre, c'est que plusieurs d'entre vous m'ont demandé de me livrer au même exercice pour la sortie de mon nouveau livre « L'impératif démocratique, de la crise de la représentativité aux Gilets jaunes », qui est sorti il y a quelques jours aux éditions du Borrego. Alors, je me livre avec plaisir à l'exercice, d'autant qu'on reprend le fil de ce qui avait été développé en termes d'analyse dans Alerte à la souveraineté européenne. Si vous vous souvenez bien, je parlais à cette époque de l'impasse démocratique dans laquelle se trouve l'Union européenne, en faisant le constat que d'élection en élection, il n'y avait plus de majorité qui se dégageait dans les différents pays et que les peuples, d'une certaine façon, refusaient de déléguer leur souveraineté. Et d'ailleurs, la réponse à cette situation de la part de M. Macron était, pour les élections européennes à venir, d'aller vers une souveraineté européenne qui apparaîtrait comme une délégation globale de souveraineté vers un impérium technocratique. J'en étais là de mes réflexions il y a quelques mois, et puis force a été de constater, je l'exprime là-dedans en regardant les différents exemples, italiens, espagnols, allemands, ceux de différents pays, de Suède également, force a été de constater que ces thèses-là non seulement se sont vérifiées, mais que nous avons franchi une nouvelle étape pour dévaler la pente démocratique. Quelle est cette nouvelle étape? Le fait que, début 2019, il y a quelques semaines à peine, il y avait 14 pays sur 28, 14 sur 28, la moitié des pays de l'Union européenne, qui étaient dirigés par des gouvernements qui étaient minoritaires au sein de leur propre parlement. Autrement dit, nous entrons dans l'ère de la démocratie minoritaire. Tout ça n'est pas un épiphénomène, c'est un changement de structure extrêmement important qu'il nous faut prendre en compte et surtout auquel il nous faut apporter une réponse si nous ne voulons pas que demain, ce soit celles et ceux qui prônent des thèses les plus identitaires qui prennent la main au regard de ce blocage électoral, institutionnel, mais surtout démocratique. Alors, bien sûr, dans ce livre, j'exprime et je montre, je donne à voir le panorama au sein de l'Union européenne, mais je m'intéresse bien évidemment tout particulièrement à la France, car la France n'est pas en dehors de ce mouvement. Nous avons pu constater en 2017 que l'élection présidentielle n'a rien purgé. En atteste le mouvement des Gilets jaunes que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y a de multiples raisons qui ont présidé au fait que nous avons une situation un peu particulière en France. Le fait que M. Macron ait une grande coalition à lui tout seul, mais surtout le cadre institutionnel qui a joué comme un verrou, non pas le verrou de Bercy, mais cette fois le verrou de l'Élysée, qui a joué contre la volonté populaire pour maintenir en place des gouvernants, et pour cela tous les artifices ont été mis en place. Je pense notamment à l'inversion du calendrier électoral, je pense à l'absence de proportionnel, je pense au fait que la représentation nationale, l'Assemblée nationale, a été placée sous tutelle du Parlement et des décisions européennes dans beaucoup de domaines. Et puis je pense bien évidemment au fait que nous avons une verticalité de plus en plus importante qui nous amène dans un régime qui, aujourd'hui, pour présidentiel qu'il soit, est de plus en plus monarchique. Donc il y a eu une forme d'amortisseur oligarchique qui a empêché la France de se retrouver exactement dans la même situation que la moitié des pays européens. Mais notons cependant que M. Macron n'a jamais recueilli que 18% des votes du corps électoral lors du premier tour de l'élection présidentielle. C'est aussi une forme minoritaire à sa façon. Et tout cela a conduit à ce qu'il y ait un hiatus, une confrontation entre deux légitimités réelles qui sont en train de s'exprimer aujourd'hui. La légitimité, qui est celle née de l'élection de 2017, et qu'on ne peut pas enlever à M. Macron, mais dans un autre temps, la légitimité populaire, qui, elle, doit s'exprimer et souhaite s'exprimer de manière permanente et inaliénable. Et c'est celle-ci que revendiquent les Gilets jaunes depuis le mois de novembre maintenant. Alors je me suis attaché à regarder ce qu'était ce mouvement des Gilets jaunes, et vous le savez peut-être, je fais partie de celles et ceux qui pensent que la question sociale, les revendications fiscales, bien sûr, sont celles qui ont donné à voir et donné l'impulsion à ce mouvement, mais que le substrat fédérateur, ce qui fait la force de ce mouvement, ce qui lie les gens, ce qui permet de faire sens collectif et sens commun, c'est la question démocratique. C'est la volonté, non pas simplement de reprendre la parole, de pouvoir dire les choses, comme le pense M. Macron avec son grand débat. Non, les gens veulent pouvoir aujourd'hui décider. Ils veulent pouvoir avoir à tout moment le dernier mot. Le référendum d'initiative citoyenne est une porte d'entrée en ce sens, mais
il ne suffit pas à lui seul à combler l'ensemble de ces manques. Donc j'ai essayé d'analyser ce mouvement des Gilets jaunes dans ses différentes réalités, la réalité de solidarité qui s'exprime sur les ronds-points, la réalité revendicative telle qu'elle a pu s'exprimer dans le champ politique, également le retour d'accès insurrectionnel pour ce qu'ils sont, ce que signifie aujourd'hui le retour de la violence en politique ou de la violence dans la rue, et ce qu'elle manifeste par rapport à nos institutions, autrement dit l'incapacité démocratique collective que nous avons aujourd'hui à rechercher du consensus. Donc j'ai essayé de regarder ces différentes options, et puis je me suis moi-même livré à l'exercice de dire comment fait-on aujourd'hui pour recréer du commun entre les gens. Bien évidemment, vous vous en doutez, c'est un processus constituant dont nous avons aujourd'hui besoin et que je décline dans ce livre. Mais au-delà de ça, je fais des propositions aussi institutionnelles. Alors bien sûr, je n'ai peut-être pas tout inventé, mais j'ai été puiser des choses qui ont été faites par le passé, comme l'idée, par exemple, d'une nouvelle chambre citoyenne à côté de l'Assemblée nationale, pour que la représentation directe puisse s'exprimer en même temps et en permanence à côté de la représentation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Si l'Assemblée nationale doit être le centre de l'unité entre le peuple et ses représentants, eh bien nous pourrions avoir à côté une assemblée citoyenne qui se réunisse de manière ponctuelle chaque année, qui soit l'émanation d'assemblées citoyennes locales, et comme il était proposé dès 1793, que cette assemblée ne puisse pas s'instaurer de manière permanente, mais qu'elle ait un droit de regard sur les deux axes que Condorcet jugeait nécessaires, à la fois un droit de regard sur les lois qui auront été votées pendant l'année précédente, mais aussi une proposition de capacité législative à soumettre à l'Assemblée nationale. Et puis, au-delà de ce regard porté sur l'actualité la plus immédiate, eh bien, je finis cela en évoquant les questions qui nous sont posées aussi dans le cadre peut-être le plus traditionnel, le cadre électoral le plus traditionnel. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que, au regard de ce que je viens d'écrire, du phénomène macro au niveau de l'Union européenne, nous allons de plus en plus vers des majorités électorales qui sont introuvables. Elles le sont d'autant plus pour le camp progressiste et pour le camp de l'humanisme émancipateur, que aujourd'hui, le total de ce qu'il est convenu d'appeler la gauche, qui était à 45% il y a quelques années, qui avait fondu en dessous de 35% il y a quelques mois, se retrouve aujourd'hui à des scores historiquement bas, à peine au-dessus de 25%, et que donc, à lui seul, il n'est pas en capacité de créer une majorité électorale. C'est pourquoi, plus que jamais, il y a nécessité de créer et d'aller vers des majorités populaires, et pour aller vers ces majorités populaires, il faut tirer le bon fil, le fil qui fait sens commun dans notre histoire, celui auquel nous sommes attachés, celui de la liberté, car la liberté nous ramène à notre capacité de décider ce qui est bien pour soi, ce qui est bien pour tous, et nous ramène à cette volonté de pouvoir s'exprimer à la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant que corps collectif. Autrement dit, j'ouvre ici une piste de réflexion pour que nous puissions vers cette liberté qui aujourd'hui doit se nourrir de la capacité de se ressaisir des outils collectifs, notamment des outils étatiques qui permettent de construire du commun, de cette liberté qui doit aujourd'hui nous permettre de sortir de l'atomisation libérale telle que nous la connaissons depuis maintenant trop longtemps. Voilà, en quelques mots, quelques-uns des éléments que vous retrouverez dans ce petit livre. Je le redis, aux éditions du Borrego. N'hésitez pas à aller voir ça sur Internet si vous souhaitez le commander. Ça se fait très facilement en ligne et vous êtes très rapidement livré. Et puis, bien évidemment, je reste à disposition pour toutes celles et tous ceux qui le souhaitent pour venir intervenir dans vos réunions ou boire un verre avec quelques-uns d'entre vous, le verre de l'amitié et de la fraternité. Voilà, allez, à très bientôt et bon courage à toutes et à tous dans la lutte. Salut!